Donc, bienvenue à tous, toutes, tous, parce que c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Merci pour celles qui sont présentes, puisqu'en fait, on a ensuite un comité technique, donc c'est pour ça que vous avez plusieurs personnes au niveau de la salle. Donc, ce webinaire, il est transversal à nos 3 syndicats, donc FNCG pour les corps gras, le CIFA pour les ingrédients de boulangerie-pâtisserie, et du coup Fedalim qui regroupe dedans la partie culinaria. Donc, je vous propose un plan d'actualité avec Christina de l'ANIA. Je te laisserai présenter tes compétences et ça. Donc voilà, donc ce webinaire va durer à peu près 1 heure, en sachant que c'est à peu près 45 minutes, je crois que je t'ai dit, ouais, c'est ça, 45 minutes et 15 minutes de questions. Il sera enregistré pour pouvoir accéder à un replay, parce que je ne pense pas que tout le monde a... Enfin, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Puis de toute façon, je suis à côté de Christina, donc je pourrais relayer mes questions. Et voilà, du coup, je me tais. Je te laisse. Pour les questions, on peut plutôt à la fin ou oui, je pense que ce sera peut-être mieux, mais voilà, si jamais il y a... Je pense que c'est mieux pour ta fluidité. C'est mieux, ça vient. Bien, merci de m'accueillir dans vos locaux. Je suis Christina Durlestaline. Comme Isabelle l'a dit, je viens de l'ANIA. Je suis responsable d'économie circulaire et je m'occupe de l'emballage, de la question des emballages et du gaspillage alimentaire essentiellement dans le cadre de production. Et aujourd'hui, je vais vous parler du règlement européen PPWR, dont vous avez sûrement entendu parler, et de la page. Je vais commencer par... j'avais préparé une slide de présentation de l'ANIA, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de revenir dessus. C'est un petit rappel. C'est le sommaire qui est très sommaire, de sujet. Et on va commencer par PPWR. Donc, PPWR, c'est un règlement européen qui est en cours de négociation. Enfin, on est dans les dernières étapes. Va venir remplacer une directive. C'est la directive qui encadre donc, les emballages et leurs déchets. Et donc, en fait, il va venir l'abroger et remplacer cette directive. L'adoption est en cours. Elle suit une procédure qui est particulière, qui s'appelle, qui est dite de corrigendum, et ça, c'est dû à les élections européennes parlementaires qui sont imminentes. Et étant donné que les négociations, enfin, déjà la présentation du texte a pris du délai, ensuite les négociations se sont étendues et il y a eu besoin d'accélérer l'adoption du texte pour pouvoir s'assurer son adoption. Parce que s'il n'y avait pas eu de vote en plénière du texte avant la fin du mandat du Parlement actuel, le Parlement qui prendra son mandat le 9 juin prochain n'aurait pas eu d'obligation légale à continuer les travaux sur le texte. Donc, il y a eu une adoption du texte avant qu'il ait été revu par les techniciens qui sont les juristes linguistes. Donc, on regarde le texte le texte provisoire qui a été publié par le Parlement et qui a été adopté. Il y a encore des coquilles, des renvois qui correspondent pas et donc ils vont devoir être repris par les juristes linguistes et il y aura pas des ajustements de fond, mais il y aura des ajustements de forme qui parfois pourront avoir un impact sur le texte parce que s'il y a un mauvais renvoi ou un délai pour une même provision dans un article, un délai, dans un autre article, un autre délai, voilà, ça ne passe pas, il y aura une harmonisation. Là, je vous ai remis les dates clés pour rappel. Donc là, on a eu une adoption du texte provisoire en plénière. Le 9 juin, on aura les élections du Parlement européen. En septembre-octobre, le nouveau Parlement élu devra adopter le texte finalisé. Et ensuite, il y aura une adoption formelle au niveau du Conseil de l'UE, donc au niveau ministériel. Et il y aura normalement une publication au journal officiel de l'Union européenne en décembre. Il faut prendre toutes ces dates avec des pincettes. Il peut y avoir des délais. Et normalement, l'adoption du texte est définitive
Néanmoins, quand il n'y a pas eu d'adoption définitive en plénière et au conseil, il n'y a pas de risque zéro de rebondissement. C'est arrivé au cours de ce mandat. Je donne toujours l'exemple d'une directive ou un règlement européen sur les émissions carbone des voitures. Et au dernier moment, l'Allemagne a posé son veto alors qu'elle était censée l'adopter juste formellement au niveau ministériel parce que c'était le fleuron de son industrie. Et, il y avait une motivation politique à s'opposer. Ça arrive dans très peu de cas, mais il n'y a pas de risque zéro. Normalement, on a le texte tel qu'il va être publié au journal officiel, mais voilà. Donc, je vais vous présenter les provisions principales du nouveau règlement sur les emballages et leurs déchets. Donc, on va aller dans l'ordre des articles du règlement. Tout d'abord, non, excusez-moi, ça, c'est pas... J'ai dit qu'on allait dans l'ordre des articles, mais la première provision, c'est plutôt vers la fin du texte. Bon, pour le reste, c'est normalement dans l'ordre d'apparition des articles. Donc, il y a une obligation sur les États membres de réduction des déchets d'emballage par habitant, donc de 5% d'ici 2030, de 10% d'ici 2035, 15% d'ici 2040. Et donc, ils doivent y parvenir, notamment via les différentes voies qui sont proposées ou imposées par le règlement. Donc, il y a une obligation pour tous les emballages d'être recyclables à partir de 2030. Et en fait, la définition de la recyclabilité évolue au fil du temps. En 2030, un emballage recyclable est un emballage qui est en conformité avec les critères de conception en vue du recyclage qui sont définis pour toutes les catégories d'emballages listées dans le tableau 1 de l'annexe 2 du règlement. Et à partir de 2035, il y a une couche supplémentaire d'exigences qui s'ajoutent à la définition de recyclabilité, c'est les critères de recyclabilité à l'échelle. Et en fait, ces critères donnent lieu à une notation des catégories d'emballage. Vous voyez, il y a le tableau qui regroupe les différentes notes. Il y a A, B et C. Et donc, être noté A, c'est avoir une recyclabilité de 95%. Et plus, B, c'est 80% et plus, C, 70% et plus, en sachant que à partir de 2038, il faudra qu'un emballage ait une recyclabilité forcément supérieure à 70%. Sinon, il sera interdit de mise sur le marché. Et à partir de 2035, comme on l'avait dit, s'ajoute à ces critères de conception pour le recyclage, les critères de recyclabilité à l'échelle qui doivent encore être définis pour la plupart d'entre eux. Mais vous avez un exemple pour la note C, c'est 70% de recyclabilité et un objectif de recyclage à l'échelle de 55%. Et normalement, ça sera défini aussi pour le A et le B, mais ce n'est pas encore fait. Donc, avec une évolution au fil du temps. Les exemptions comprennent le bois léger, le liège, le textile, le caoutchouc et la céramique. Au bout d'un certain temps, il est indiqué que les notes attribuées pour les critères de recyclabilité et la recyclabilité à l'échelle vont être fusionnées en une seule note. Voilà. À partir de la mi-2030, les éco-contributions seront modulées par ces notes de recyclabilité sur un modèle qui sera harmonisé au niveau de l'UE. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'indication sur la façon dont ça sera harmonisé. Cela viendra sûrement avec la législation secondaire qui va définir en fait ces critères. Donc, on peut passer maintenant à la provision suivante, les objectifs d'incorporation de plastique recyclé. Donc, il y a des objectifs fixés pour 2030 et pour 2040 et qui sont différents en fonction du type d'emballage et de sa sensibilité au contact, avec des objectifs moins élevés pour des emballages tels que les emballages alimentaires qui sont sensibles au contact et qui nécessitent des recyclages plastiques de qualité supérieure par rapport à des emballages secondaires ou tertiaires, par exemple. Ce taux d'incorporation de matières recyclées devra être calculé par type d'emballage et par format sur une moyenne annuelle de production d'une usine de fabrication, selon une méthode qui va être adoptée par la Commission d'ici 2026.
Bon, encore une fois, toutes les dates qui sont indiquées pour l'adoption des actes, enfin, de la législation secondaire sont aussi à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a déjà eu, comme vous le saviez, des délais pour l'adoption de législation secondaire dans le cadre d'autres législations européennes, par exemple la directive sur les plastiques à usage unique, la directive SUP, avec une adoption des règles pour le calcul de la matière recyclée qui a pris un retard de 2 à 3 ans, finalement. Donc, voilà. Gardez ça en tête. Une usine de fabrication est indiqué que ça se réfère uniquement à une installation industrielle où l'emballage est fabriqué. Cependant, dans le texte d'analyse de Foodrink Europe, il était indiqué que c'est pas clair si l'usine de fabrication est celle du propriétaire de la marque ou du fournisseur ou celle des transformateurs. Donc ça, c'est encore à définir dans les discussions qui sont organisées par différentes fédérations européennes et syndicats métiers européens au niveau européen. Pour information, il y a eu une session, non, elle est planifiée, mais elle n'a pas encore eu lieu, une session de questions-réponses organisée par le syndicat représentant les fabricants d'emballage au niveau européen et Foodrink Europe. On en a discuté dans le cadre d'une réunion il y a quelques semaines, a pour ambition d'en organiser aussi une plus spécifique aux emballages alimentaires. Donc voilà, ce genre de questions sera clarifié dans ce genre de réunion avec la DG Environnement de la Commission, qui a été en charge de la rédaction du texte. Donc, on est toujours sur les objectifs d'incorporation de matières plastiques recyclées. La matière plastique recyclée qui pourra être prise en compte dans l'atteinte des objectifs doit être obtenue à partir de déchets post-consommateurs qui auront été collectés en conformité avec les règles nationales qui transposent les directives européennes sur les plastiques à usage unique et qui transposent aussi la directive cadre sur les déchets. Collectés dans un pays tiers, ou alors collectés dans un pays tiers qui se conforme à des règles équivalentes et recyclés dans des installations UE qui sont, auxquelles s'applique la directive européenne sur les émissions industrielles, la directive IED, ou bien dans un pays tiers dans lequel s'applique une réglementation équivalente. Et ça devra encore être défini par la Commission. Qu'est-ce qu'on entend par équivalence et comment est-ce que ça sera évalué. Les éco-contributions pourront prendre en compte le taux d'incorporation de matières plastiques recyclées, mais comme vous le savez, c'est déjà le cas en France. Et, excusez-moi. Et donc, parmi les exemptions, on retrouve les emballages compostables, les emballages de transport de biens dangereux, les emballages sensibles au contact utilisés pour les préparations de l'alimentation médicale spécialisée, donc destinée à des sujets sensibles, ou tout emballage en plastique destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans le cas où la quantité de contenu recyclé constitue une menace pour la santé humaine et entraîne la non-conformité du produit emballé à la législation européenne sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Reste encore à définir comment est-ce que les metteurs en marché, les producteurs pourront prouver qu'il y a une menace et risque de non-conformité, peut-être via les documents accompagnant les emballages ou les produits. Donc voilà, ça c'est pour les taux d'incorporation du plastique recyclé. Ensuite, on a une provision sur la minimisation du volume et du poids des emballages qui va s'appliquer à partir de 2030. Je ne l'ai pas mentionné au début, mais quand je n'indique pas de date d'entrée en vigueur, généralement, c'est que l'entrée en vigueur se fait à partir de l'entrée en vigueur du texte. Si je spécifie la date, c'est que la date est différente. D'où ici le 2030 et dans les objectifs aussi, il y avait 2030-2040. Donc, les emballages n'auront plus le droit de contenir des éléments visant essentiellement à augmenter le volume perçu d'un produit, tel qu'un faux-fond, une double paroi, et des standards pourront être développés par les agences européennes de standardisation pour définir, pour les emballages les plus communs, un poids, un volume, une épaisseur, un espace vide maximal standard. Il y a des exemptions qui pourront être retrouvées dans le texte et qui
protège par exemple la propriété intellectuelle, les appellations d'origine. Il y a toute une liste de produits pour lesquels il peut y avoir des exemptions, et c'est essentiellement dans la protection de la propriété intellectuelle et des éléments similaires. Ensuite, donc, sur le plastique biosourcé, finalement, la commission, donc, je ne sais pas si vous aviez suivi les négociations, il y avait potentiellement le projet d'introduire des objectifs, des taux d'incorporation de plastique biosourcé. Finalement, ça ne s'est pas fait. La commission a choisi de retarder ce choix de 3 ans, le temps de produire une étude, et sur la base de cette étude, la commission pourra choisir d'imposer un taux d'incorporation de plastique biosourcé et ou permettre de prendre en compte le plastique biosourcé dans l'atteinte des objectifs d'incorporation de matières plastiques recyclées et de définir des critères de durabilité applicables à la matière plastique biosourcée qui sont équivalents, qui consisteraient principalement à la protection des terres riches en biodiversité pour éviter donc que des terres utilisées pour la production d'éléments alimentaires, par exemple, soient détournées pour fabriquer du plastique biosourcé et qu'ensuite, par effet ricochet, la production alimentaire se répercute sur un autre terrain et donc entraîne la perte de terres qui sont pour l'instant inexploitées et donc riches en biodiversité. On passe maintenant à la compostabilité. Donc, à partir de 2028, les sachets de thé, les capsules de café en papier et les étiquettes autocollantes devront être compatibles avec les normes de compostage industriel et les États membres pourront aller plus loin en exigeant le compostage domestique pour ces éléments-là. Jusqu'à la mi-2026, les États membres pourront aussi ajouter d'autres emballages à cette liste et imposer leur compostabilité au niveau national. Pour ce qui est de l'étiquetage, donc il y aura une harmonisation de l'étiquetage de tri avec une exemption des emballages soumis à la consigne. Ça ne devrait pas concerner vos secteurs. Donc une harmonisation également de l'étiquetage de réemploi et de l'étiquetage portant sur le contenu de matières recyclées. Donc, en sachant que l'étiquetage de tri et de réemploi sera obligatoire, tandis que l'étiquetage portant sur le contenu de matières recyclées, en fait, devra suivre les critères imposés par l'Union européenne seulement si le producteur fait le choix de l'afficher sur le produit. Il peut aussi, s'il fait le choix de ne pas le communiquer au consommateur, il n'y a aucune obligation de l'indiquer et de suivre les critères d'affichage imposés par la Commission. Et d'ici 2026, la Commission devra adopter par acte d'exécution les critères d'harmonisation de l'étiquetage. Et jusqu'à cette date-là, les exigences nationales continuent et donc en France, l'ordrie reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle réglementation européenne, cette législation secondaire qui sera adoptée et qui permettra une harmonisation européenne. En ce qui concerne les allégations vertes, elles ne pourront porter que sur des caractéristiques qui vont au-delà des exigences réglementaires établies par PPWR et devront spécifier sur quel élément de l'emballage elles portent. Donc, par exemple, si on parle, si on parle de contenu en matière recyclée et qu'il n'y en a que dans le bouton, par exemple, ou dans, je ne sais pas, 15% de l'élément de l'emballage, on ne pourra pas dire que c'est tout l'emballage qui contient le taux qu'on veut aller. À préciser quelle portion et être transparent. On passe maintenant à la restriction. Je me souviens pas de vous poser des questions. Non, plutôt à la fin, mais après, ça permet d'éclaircir. Je me note, je ne peux pas oublier. Il n'y a pas de problème. Restriction de certains formats d'emballage. Donc, ça, c'est une obligation, une interdiction qui va s'appliquer à partir de 2030 et qui concerne pour l'instant essentiellement les emballages plastiques, exclusivement les emballages plastiques.
Donc, cela concerne par exemple le film de fardelage qui est utilisé à des fins promotionnelles. Donc, on ne pourra plus vendre des packs de conserves, de biscuits en disant voilà, 2 achetés, 1 gratuit. Ça ne sera plus possible, à part si on prouve que c'est fait à des fins de manutention, faciliter la manutention. Donc, potentiellement, ça, c'est encore à clarifier, mais potentiellement, peut-être pour des produits les plus lourds, où c'est justifié, il faudra clarifier ça avec la commission. Ensuite, il y a les emballages de fruits et de légumes d'une contenance inférieure à 1,5 kg, en sachant qu'il y a des exemptions possibles au niveau des États membres. Les emballages en plastique à usage unique, tels que les sachets contenant des portions individuelles utilisées dans le cadre du secteur CHR, par exemple les condiments, les sauces, la crème à café, le sucre, les assaisonnements, sauf si ces emballages sont fournis avec des plats préparés à emporter destinés à être consommés immédiatement et sans préparation additionnelle, ou ces emballages sont nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène dans des hôpitaux, dans des établissements tels que les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite. Quand vous dites CHR, ça englobe quoi en fait exactement? Il n'y a pas de définition qui est donnée dans PPWR, ils disent Horeca. Donc, il faut. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore la traduction française. Et il me semble qu'il n'y a pas de définition d'Horeca dans les textes réglementaires européens. Ok. Pas encore, c'est potentiellement des questions qui peuvent être éclaircies dans les sessions de discussion dont j'avais parlé avec les syndicats européens. Mais ouais, il n'y a pas de définition de le terme anglais Horeca dans la législation européenne. Je l'avais cherché dans un autre contexte et la réponse est non. Mais c'est une bonne question. Donc ensuite, on passe au réemploi avec des objectifs en dur, si on peut dire comme ça, pour 2030. Donc des obligations et des objectifs aspirationnels pour 2040. Alors, on a un secteur qui est particulièrement visé, c'est le secteur des boissons. Et ensuite, tous les emballages de transport, tels que les boîtes, à l'exception du carton, les emballages de transport ou de vente intra-UE, donc les palettes, les caisses, les récipients pour vrac, les seaux, fûts, etc., avec une exemption pour les biens dangereux, les formats flexibles et les formats flexibles utilisés pour le transport des denrées alimentaires. Il y avait d'autres exceptions, mais qui ne concernaient pas notre secteur. J'ai mis en avant celles qui sont vraiment spécifiques au secteur alimentaire. Il y a un objectif de 100% dès l'entrée en vigueur pour l'emballage de transport ou de vente utilisé intra-UE entre les sites d'un même opérateur ou d'un opérateur et d'une entreprise partenaire. Alors, vous le savez peut-être, il y a eu pas mal de... Le texte a failli presque ne pas être adopté à cause de cette dernière provision, parce qu'il y a eu des parlementaires allemands qui s'y sont opposés. Et ça a failli mettre en péril l'adoption même du texte, parce que ça a failli mettre en péril l'adoption en plénière avant la fin du mandat du Parlement. Finalement, le texte est passé tel quel, mais la commission est intervenue au moment de l'adoption pour dire que immédiatement après l'adoption du texte, ils travailleront à l'élaboration d'un acte secondaire, donc délégué ou un acte d'exécution, qui étudiera la question de potentielle exemption. Sans clarifier davantage, donc je ne peux pas vous fournir de détails supplémentaires, mais le but de cette intervention, voilà, c'est de marquer à l'industrie, enfin, de faire comprendre à l'industrie qu'ils ont compris leurs préoccupations et qu'ils vont réfléchir à la question et travailler à l'introduction de potentielles exemptions. Donc ensuite, on a une exemption générale qui est laissée à la liberté des États membres. Donc les États membres peuvent faire le choix d'exempter les opérateurs sous certaines conditions qui sont strictes. Donc il y a 2 exigences, 2 critères qui dépendent de l'État membre et un de l'opérateur qui demande l'exemption. Donc l'État membre doit, pour pouvoir accorder l'exemption,
prouvé qu'il a dépassé de 5 points de pourcentage ses objectifs de recyclage de déchets d'emballage par matériaux en 2025 et devrait dépasser de 5 points de pourcentage ses objectifs de 2030. La Commission donc, publiera un rapport en 2027 pour faire état de la performance des États. Et l'État membre doit prouver aussi qu'il est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de prévention des déchets fixés par PPWR et peut démontrer qu'il atteint au moins 30% de prévention des déchets d'ici à 2028. Et les opérateurs économiques doivent prouver qu'ils ont adopté un plan de prévention et de recyclage des déchets. Après, il faut aussi savoir que le texte laisse la possibilité aux États membres de fixer des objectifs pour les opérateurs économiques qui vont au-delà de ceux fixés par PPWR et fixer des objectifs de réemploi pour des produits qui ne sont pas mentionnés dans le cadre de PPWR. Donc, l'État est libre. Enfin, libre. Il peut aller au-delà des exigences de PPWR s'il n'a pas atteint les objectifs de recyclage, ce qui est le cas aujourd'hui pour de nombreux États membres. Et voilà, on finit rapidement sur la consigne qui va être obligatoire à partir de 2029 pour les bouteilles en plastique à usage unique et les canettes métalliques d'une contenance inférieure à 3 litres si les États membres n'atteignent pas un taux de collecte séparé de 80% en 2026 pour ces emballages. Et c'est tout pour PPWR. Je ne sais pas comment procéder. Est-ce qu'on passe à l'OAGEC, on prend les questions sur PPWR? Ah, je pense que c'est mieux. J'ai vu qu'il y en avait déjà deux. Alors. Donc, la première question, c'était quelle est la différence entre recyclabilité et recyclabilité à l'échelle? Est-ce que les industriels qui ont la responsabilité d'atteindre ces deux objectifs ou peut-être les centres de recyclage? Alors, je crois, enfin pour moi, si c'est pas clair, la personne pourra clarifier. Alors, la recyclabilité à l'échelle, c'est vraiment prouver que sur le territoire national, il y a assez de points de recyclage et il y a une proportion conséquente de l'emballage des emballages mis en marché qui vont être effectivement recyclés. Donc, on avait un exemple dans le tableau, c'était 55%, donc ça doit être encore défini par acte secondaire, mais de ce que j'en comprends, ça serait peut-être 55% des emballages mis en marché seront effectivement recyclés. Et pour la recyclabilité, les critères de conception pour le recyclage, c'est en fait l'aspect vraiment technique de conception d'emballage qui soit en théorie recyclable. Donc, même s'il n'y a pas peut-être... On découple en fait le recyclage effectif qui dépend des critères de recyclabilité à l'échelle de la théorie, en fait, la conception. La conception permet le recyclage. Et je ne peux pas en dire plus sur les détails parce que tout ça, ça va être défini par législation secondaire de la Commission. Et pour ce qui est de la responsabilité, en fait, tout emballage qui ne correspond pas à ces critères ne pourra pas être placé sur le marché. Donc, il y aura une interdiction de les placer sur le marché s'ils ne correspondent pas, s'ils ne remplissent pas ces critères. La deuxième question, et après je crois qu'Anaïs en avait, les coupelles de sauce dans le cadre de la vente à emporter dans les fast-foods ne seraient donc pas concernées par l'interdiction de l'emballage en plastique à usage unique? Alors, c'est une question qui peut être adressée, encore une fois, à la Commission pour clarifier. En théorie, non, puisque c'est une vente à emporter et que la nourriture dont on parle en question, elle n'a pas besoin de préparation supplémentaire. Vraiment, on la prend, on la consomme directement. Donc, a priori, non. Après, s'il y a une consommation sur place, alors il y a interdiction. Si on prend une coupelle de sauce en plastique, je dis n'importe quoi, au McDo, et qu'on s'assoit dans les locaux, dans ce cas-là, non, il faut un récipient réemployable. Anaïs, Oui, je rebondis. C'est vrai que ça reste, en tout cas pour moi, assez peu clair parce qu'il y a une multitude d'établissements différents. On parle de RHF. Enfin, voilà, je pense que c'est quand même important pour nous qu'on sache exactement les circuits concernés.
même par rapport à nos clients aussi, qu'on peut fournir. Et moi, j'avais une question. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir compris quand vous parlez de l'harmonisation de l'étiquetage. Vous avez parlé également de l'harmonisation de l'étiquetage de réemploi. Mais alors, du coup, ça consiste en quoi? En fait, par exemple, aujourd'hui en France, on en parlera dans la suite de la présentation, pour les emballages réemployables, il y a une obligation, c'est comme Triman, mais le Triman du réemploi, il y a une obligation de Ah oui, un marquage de réemploi. tout à fait. Et Ah en oui, fait, c'était par là, ça rapport à sera le ok. même pour tous les pays européens. Ok, d'accord. C'est le même Il peut être par exemple gravé dans le verre d'un bocal, d'une bouteille. par exemple. Mais pas d'indication pour le moment. Donc ça sera spécifié dans la fameuse législation secondaire qui doit être encore adoptée. Voilà. Mais celles de Citeo, elles seront maintenues pour la France ou... En fait, tout ce qui est national est maintenu tant que la législation européenne n'entre pas en vigueur. Par exemple, donc là, pour l'instant, ça indique 2028 avec une adoption de l'acte délégué en 2026. Si l'acte délégué prend du retard, forcément, ce sera dans l'impossibilité d'implémenter la législation européenne. Donc, ça dépend aussi du rythme d'adoption de la législation secondaire. Et ça vaut pour tous les articles de PPWR qui doivent être précisés par une législation secondaire. Mais tant qu'il n'y a pas d'adoption au niveau européen et transposition au niveau... Enfin, c'est un règlement, on s'entend, mais bon, pour les actes d'exécution, transposition au niveau national, on applique la règle nationale, à moins que l'État le change entre-temps. Mais je vois. C'est beaucoup embêté. Que ça passe. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si... Bon, on en reparlera, on touche à la suite de la présentation, mais le Triman avait été notifié, challengé à la commission, et la procédure est toujours en suspens. Je pense que la raison pour laquelle la commission n'agit pas plus que ça sur le sujet, c'est qu'elle se dit qu'à terme, ça va disparaître avec PPWR. Donc, quand ils priorisent leur sujet, voilà, ils se disent on laisse ça en l'état et ça sera de toute façon mis en conformité par PPWR. Une question dans le chat sur les emballages en grès. Pourront-ils toujours être utilisés sachant qu'ils ne sont pas recyclables? Il n'y a pas eu d'indication sur le grès en particulier dans les exemptions. Enfin, c'était parce que j'avais reporté dans les exceptions toutes celles qui étaient citées. Ça peut être demandé, mais a priori, si c'est pas cité dans les exemptions, c'est déjà exempté. Après, ça peut être... c'est une question qui peut être remontée. Après, c'est les éco-contributions qui sont très importantes pour ce genre d'emballage. On utilise déjà au niveau national. Oui, après, étant donné que la lettre du texte dit vraiment que tout ce qui n'est pas recyclable ne peut pas être placé sur le marché, et qu'il y a une interdiction, c'est même pas une éco-motivation, c'est une interdiction. Après, ça peut être intéressant, ces questions de les rassembler pour les faire remonter. Ouais. C'est la première fois qu'on pose la question des emballages en grès. Moi aussi. J'ai eu déjà le liège, le bois, mais ouais. La moutarde, ça existe en métal. Et peut-être aussi des plats cuisinés dans des petits ramequins. Des choses à mettre directement dans le four. Parce que la question qu'on a eue souvent, et c'est surtout les verres réutilisables pour la moutarde. Mais voilà, on m'a clairement dit que c'était pas considéré comme du réemploi. Donc ça, c'est la question qui revient très souvent, parce que j'ai beaucoup de moutardiers. Oui, la définition de réemploi, donc elle va être complétée. Ouais, dans PPWR, en fait, pour l'instant, tout ce qu'on nous dit, c'est que l'emballage doit être en mesure de faire plusieurs rotations. Et normalement, la Commission devra solliciter les agences européennes de standardisation pour différentes catégories types d'emballage, dire combien de rotations sont nécessaires. En fonction du matériau et du format de l'emballage, ça ne sera pas le même nombre de rotations.
Ces agences-là, c'est qui exactement? C'est par exemple le SEN. Comme les ISO. Oui, sauf que là, c'est niveau, c'est européen. Ok. C'est Ben Sénélec. Ils font des tests pour déterminer pour chaque type d'emballage le nombre de De rotation. sans qu'il y ait de danger pour le consommateur, en fait, c'est ça. Sans qu'il y ait de danger, ouais, en fonction de la résistance aussi, au nombre c'est tous les tests que Citeo fait aussi aujourd'hui. Combien de lavage on peut faire, combien de transport en fonction des chocs. Ça va prendre des années. Sauf si, par exemple, pour la recyclabilité, il y a déjà des travaux qui sont en cours aujourd'hui. Oui, ça va aider. Donc ça, par exemple, il est indiqué dans le texte pour la recyclabilité que ces travaux-là vont être pris en compte. Il devra y avoir une référence. Pour le réemploi, j'avoue ne pas savoir s'il y a des travaux en cours. S'il y en a, ça sera pris en compte. Après, je pense qu'on est plus sur les balbutiements du réemploi par rapport à la recyclabilité. Concernant le coût de recyclabilité, les taux obtenus via le logiciel de calcul TRI de Citeo peuvent-ils être pris en compte afin d'anticiper les exigences du PPWR? Là, on est Alors, Citeo participe aux travaux du SEN sur la définition de recyclabilité. Je ne me souviens plus via quelle formation dans laquelle ils prennent part. Donc les travaux, ils participent comme d'autres acteurs, d'autres États membres à la définition de ces. Donc, il évolue, il évolue. Donc, mais je sais qu'ils fournissent un input en tout cas à ces travaux. Ils sont peut-être pas les seuls, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Okay. La dernière question, et après je pense qu'on passera à la deuxième partie. Concernant les étiquettes autocollantes et leur compostabilité en 2028, cela concerne-t-il toutes les étiquettes ou celles amovibles, refermabilité, etc. Alors, tout ce qui était visé initialement, c'était surtout les étiquettes de fruits et légumes, par exemple sur les bananes, parce qu'en fait, c'est des étiquettes qui peuvent se retrouver dans le compost. Et dans ce cas-là, qui peuvent se trouver. Enfin, ça dépend si on a un compost ou alors si on les jette aux ordures ménagères, mais voilà, qui perturbent le compostage. Très bien, je pense qu'on peut la suite. Et donc, on passe à la loi AGEC. On a déjà évoqué quelques éléments dans la discussion qu'on a eue sur PPWR. Donc, pour rappel, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une transposition d'une directive qu'on a déjà évoquée dans la première partie de la présentation, c'est la directive sur les plastiques à usage unique, la directive SUP. Et la France, en l'occurrence, est allée plus loin que les exigences de la SUP. La SUP qui visait initialement à réduire la pollution des plastiques qui étaient les plus présents sur les plages. C'était ça à l'origine. Donc, l'objectif de la loi AGEC, c'est de transformer l'économie linéaire où on extrait, on produit et on jette vers l'économie circulaire. On extrait, on produit, on recycle, on emploie et on remet les matériaux dans la boucle. Et donc, il y a 5 grands axes qui constituent la loi AGEC. C'est sortir du plastique jetable à l'horizon 2040, comme vous le savez. Mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage œuvrer donc pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 2 premiers et le dernier. Et donc, comme vous le savez, l'atteinte de ces objectifs, elle se fait dans 4 périodes de 5 ans. Et ces périodes de 5 ans et les objectifs qu'il faut atteindre dans ces périodes de 5 ans sont déterminés par des décrets. Et le premier décret que vous connaissez s'appelle le décret 3R, qui couvre la période 2020-2025. Donc, il y a, pour ce qui nous concerne, donc, les emballages, 3 objectifs principaux. Le premier, donc, c'est la réduction. D'ici fin 2025, 100% des emballages en plastique à usage unique dit inutile, donc on devra tendre à les réduire.
c'est un objectif de moyens. On met les moyens pour réduire ce type d'emballage en sachant qu'on n'a pas encore de définition d'emballage plastique inutile. Le CITEO devra rendre une étude à ce sujet, si je ne me trompe pas, c'est en juin de 2025. Non, c'est ça, juin 2025. Ensuite, il y a une réduction de 20% des emballages plastiques à usage unique, dont au moins la moitié de ces 20% devra être obtenue en réemploi. Le réemploi est défini au niveau national comme donc, les emballages destinés, donc comme un emballage destiné à être employé plusieurs fois pour le même type d'utilisation. Et donc, il y a un décret qui fixe des objectifs de réemploi pour les emballages qui sont mis en marché annuellement. Donc, ce n'est pas le décret 3R, mais en fait, c'est un décret qui fixe des objectifs des dates qui permettent d'atteindre les objectifs de réemploi qui sont fixés par la loi AGEC. Et on reviendra dessus dans la suite de la présentation. Et donc, le troisième objectif de recyclage, recyclage étant défini comme toute opération de valorisation par laquelle des déchets, y compris des déchets organiques, sont retraités en substances, en matière ou en produits qui sont utilisés pour le même type d'application ou bien pour d'autres applications. Et donc, on vise à atteindre 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici le 1er janvier 2025. Oups. Donc, sur la bonne slide. Donc, c'est un objectif de moyens, ça, par contre. Mais oui, c'était l'objectif initial, mais on n'y sera pas. Malheureusement. Donc, on a un objectif de sortir du plastique à usage unique à l'horizon 2040. Le plastique à usage unique est défini comme tout produit fabriqué entièrement ou partiellement, donc tout produit en plastique à usage unique, et un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir pendant sa durée de vie plusieurs trajets ou rotations et retourner au producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc oui, effectivement, si on prend un pot de pois chiches et qu'on le réutilise chez soi, c'est pas considéré comme du réemploi parce qu'il faut qu'il y ait ce retour au producteur qui l'a mis sur le marché. Ouais, parce que là, c'était des pots de moulin, s'il y a des dessins, tu utilises voilà. Ça, c'est vraiment différent. Parce que dans la loi AGEC, il y a une différence, ça c'est une spécificité française parce qu'il n'y a pas cette distinction au niveau de PPWR entre le réemploi et la réutilisation. Et ça serait de la réutilisation. Sauf que la réutilisation est extrêmement difficile à quantifier. Parce que comment est-ce qu'on peut ce que les gens font chez eux. Donc là, il y a des exemples de matériaux plastiques et de matériaux non plastiques. Je vais vous épargner la lecture de la liste des plastiques. Donc, comme vous le savez, le décret fixe plusieurs mesures en fait, qui visent à sortir du plastique jetable à terme, donc, et donc qui doivent être atteints d'ici 2025. Pour certaines exigences, il y a des dates butoirs qui arrivent plus tôt que 2025. Donc, une interdiction des sacs en plastique à usage unique, des gobelets et des couvercles dont la teneur en plastique est supérieure à 15%. Donc, par exemple, les gobelets en verre, comme on voit monter, il ne faut pas que la couche en plastique interne tienne plus de 15% de plastique. La distribution ou la mise à disposition du public de bouteilles en plastique à usage unique serait interdite, par exemple, dans les conférences, ce genre d'événements publics. La vente au détail de fruits et de légumes non transformés dans des emballages en plastique, sauf exception. Et donc, au niveau passé, il y a eu déjà une liste d'exceptions. Il y a des obligations comme les bouchons solidaires pour les récipients, pour les bouteilles en plastique. Et vous l'avez peut-être déjà vu sur certaines bouteilles, on ne peut plus détacher le bouchon. Donc ça, par exemple, c'est une exigence.
Une obligation qui va entrer en vigueur avant 2025, c'est à partir du 3 juillet 2024. Et à l'horizon 2025, il faudra que donc, 25% du plastique recyclé dans les bouteilles en PET, 25% du plastique soit du plastique recyclé dans les bouteilles en PET. Il y a aussi une obligation de tri à la source des déchets organiques, mais comme vous savez, il y a du retard la mise en place des points de collecte. Ce n'est pas accessible dans toutes les collectivités. Voilà, je ne vous cite pas toutes les provisions parce que ce ne serait pas très intéressant, mais je vous ai cité ici, enfin pas très, surtout très long. Mais je vous ai mentionné les plus courantes. Ensuite, il y a un objectif de réemploi. Donc, je vous parlais de ce décret qui n'est pas le décret 3R à proprement parler. Et même si on parle ici de la loi AGEC du décret 3R, je voulais quand même faire une parenthèse sur ce décret. Comme vous savez, il y a un objectif de réemploi qui est fixé par la loi AGEC de 5% à l'horizon 2023 et 10% à l'horizon 2027. Et donc, ce décret fixe des objectifs pour les metteurs en marché en fonction de leur volume de mise en marché annuel d'emballage. Il leur fixe année par année des objectifs d'étape pour à terme arriver aux 10% au niveau national, tout emballage confondu, en 2027. Donc, comme on en a parlé dans le cadre de PPWR, tous les emballages réemployés, ah oui, ça c'est aussi une différence importante par rapport à PPWR. Au niveau européen, on parle d'emballage réemployable. Au niveau français, on parle d'emballage réemployé. Donc, il y aura forcément un ajustement qui devra, ou alors, bon, ou si pas un ajustement, ou alors la France qui devra calculer au niveau national le réemployé puis convertir. Enfin, il faudrait qu'il y ait une clarification sur ce point. Mais donc, tous les emballages réemployés doivent afficher l'info réemploi. On voit pas souvent, parce que peut-être qu'on voit pas souvent d'emballage réemployable. Ça ressemble pas mal à l'info-tri, vous voyez. Et donc, ça, c'est obligatoire pour les emballages. C'est un marquage obligatoire pour les emballages réemployables. C'est super proche. Un consommateur, il fait la différence. En fait, c'est marqué textuellement emballage réemployable. Ouais. Lire quoi. Voilà. Le consommateur l'emballage. Le lieu de retour. En plus, ouais. Je pense que le consommateur voit le Triman et immédiatement. Mais c'est Oui, moi, c'était Triman. Il faut le mettre en place avant. Là, c'est place. Pardon, désolé. Ça anime la présentation. Ça les garde tous réveillés. Donc, tous les emballages réemployables doivent être recyclables. Ça, c'est en conformité avec PPWR. Donc, il y a la mise à disposition de vaisselle réemployable dans les établissements de restauration. Pour les mesures les plus marquantes. Et ensuite, pour le recyclage, donc, on a le fameux Triman. Donc, tous les emballages doivent afficher la signalétique Triman et l'infotri, avec une exception pour les emballages de boissons en verre. Les pénalités pour les marquages qui portent à confusion sur la règle de tri, la mise en place d'un système de bonus-malus d'éco-participation, la pénalité pour les emballages en plastique sans filière de recyclage, la création de la filière REP de la restauration, la filière REP de déchets d'emballage et industriels et commerciaux, que vous connaissez tous. Et donc voilà, je passe à la slide suivante. Ensuite, on a pour les autres mesures une obligation pour les metteurs en marché d'informer sur les caractéristiques environnementales de leurs produits emballés. Et donc, l'applicabilité de ces exigences, c'est l'ensemble des emballages ménagers primaires et secondaires soumis à une filière REP et faisant l'objet d'une utilisation en B2C, dont les metteurs en marché, voilà. Et là, on a les seuils, année après année, les seuils de mise en marché et avec l'applicabilité en fonction, pour les metteurs en marché, en fonction de leur taille et des unités qu'ils mettent en marché annuellement, la date butoir d'application. Parce que du coup, tu as une PPWR, on est bien toujours sur la loi AGEC. Oui, Une coquille. une coquille. D'accord. Non, c'est un très bon point. Ouais, je l'ai mis sur la première slide. Okay. Que on est bien sur la loi AGEC. On est bien sur la loi AGEC. Okay. Et avant de vous circuler les slides, je vais reprendre ça.
Donc l'OAGEC. Donc voilà, et le décret relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets impose la mise en ligne à disposition du consommateur de fiches de produits dématérialisées qui indiquent entre autres, donc je donne des exemples des informations qui doivent être indiquées, la compostabilité d'un emballage, son taux d'incorporation de matière recyclée, sa capacité à être réemployée. Et il y a une interdiction de certaines mentions environnementales, comme respectueux de l'environnement, biodégradable et toutes les mentions équivalentes, parce elles peuvent potentiellement porter à confusion, car elles sont trop globalisantes, pas claires pour le consommateur. Et en ça, je ne suis pas les allégations vertes au niveau européen, mais il y a 2 directives, Green Claims et Empowering Consumers, qui rejoignent en fait la législation française sur ce point, avec l'interdiction d'allégations comme l'ami des abeilles ou bon pour la planète, qui sont en fait convaincus, qui veulent tout et bien dire. Et c'est la fin de ma présentation. J'ai une question. Ça a été un petit peu trop vite pour moi, les 2 dernières slides. Et donc, vous avez parlé des qualités caractéristiques environnementales à communiquer aux consommateurs. Donc, ça, c'est pour les produits destinés aux consommateurs directement. Oui. Et juste avant, vous parliez de l'information des caractéristiques des emballages primaires et secondaires soumis à REP en B2C. Et ça se fait quoi? En fait, donc ça, c'est applicable, cette obligation-là. Oui, pardon. Je détaille l'obligation. Elle est applicable à l'ensemble des emballages ménagers primaires et secondaires qui sont soumis à une REP et qui sont destinés. C'est la même chose. C'est ça. Le même point. C'est le détail. Je détaille l'obligation et en gros, c'est le point applicabilité. D'accord, super, merci. Et ensuite, le décret qui précise les modalités. Donc, toutes les petites flèches, c'est le détail de l'obligation. Il y a 2 questions dans le chat. La première, quels produits emballages sont concernés par la réemployabilité? Tous. Tous les emballages mis sur le marché, quelle que soit la taille, quel que soit le format, en sachant que pour les emballages ménagers, dans le cahier des charges de la REP emballage ménager et graphique, il y a des objectifs spécifiques aux emballages ménagers qui ont été introduits. Et tous les emballages sont concernés par la réemployabilité et c'est pour ça que en fonction de votre éco-organisme, vous avez, via votre éco-organisme et via l'ADEME pour les emballages industriels et commerciaux, à moins que vous ayez eu recours à votre éco-organisme, vous avez fait des déclarations sur tous les emballages. Voilà. Pour le réemploi. Selon le décret 2022-507, les éléments de transport, palettes, box intercalaires peuvent-ils être pris en compte dans le calcul de l'objectif? Alors, la loi AGEC fixe l'objectif de façon globale. En soi, à l'origine, on était en mesure d'atteindre l'objectif en utilisant tous les emballages à disposition, peu importe si c'était de transport ou ménager, voilà, peu importe la taille. Néanmoins, quand on a eu la présentation du cahier des charges de la REP emballage ménager en novembre-décembre dernier, en fait, on s'est rendu compte que dans le cahier des charges, il y a eu des objectifs qui ont été fixés sur les emballages ménagers spécifiquement. En fait, on est passé d'un objectif global à objectif spécifique pour les emballages ménagers. Et donc, on a eu un rendez-vous avec la DGPR sur ce point. Et en fait, la DGPR considère que, en gros, le système de bonus-malus permet aux metteurs en marché d'atteindre les objectifs de façon globale parce qu'en fait, s'ils sont malusés sur un secteur parce qu'ils n'atteignent pas les objectifs, par exemple sur les emballages ménagers, leur bonus au niveau des emballages de DUIC, par exemple, vont compenser ce malus et en fait, du coup, ça revient au même. On atteint les objectifs de façon globale. C'est une interprétation qui peut être mise en question. Ce n'était pas du tout clair au départ, pas seulement pour les industries alimentaires, parce qu'on avait fait ce rendez-vous, il y avait la FCD,
la FEVA, il me semble. Donc voilà, c'était clair pour personne en fait qu'il y aurait des objectifs spécifiques en fonction donc, de la destination et du format de l'emballage. Il y a je ne sais pas quel degré de complexité il est bon de rentrer aujourd'hui, mais PPWL, donc ouais, donc il y a une déclaration par filière REP, par coalition de producteurs. Donc on déclare au niveau d'une REP, par exemple la REP emballage ménager collectivement via son éco-organisme. Mais PPWR, par exemple, pour les boissons, dit que les distributeurs ne peuvent pas se mettre à une coalition de plus de 5 pour atteindre les objectifs de réemploi sur les boissons. Donc, comment on fait? Parce qu'au niveau français, on déclare par éco-organisme de façon collective tous les metteurs en marché ensemble dans l'éco-organisme. Et pour les boissons en particulier, au niveau européen, on ne peut pas faire des coalitions de plus de 5 distributeurs. J'ai posé la question à DGPR lors de la réunion. On a eu une réunion il y a 2 semaines et on n'a pas répondu aux questions. Donc, je vais la reposer sûrement par écrit. Il est aussi possible qu'ils n'aient pas la réponse encore même. Parce qu'on a eu, une réunion avec la DGPR sur PPWR et son articulation avec la loi AGEC via le MEDEF. Et en fait, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'eux-mêmes sont en cours d'analyse. Ils n'ont pas les réponses sur tous les points d'articulation. Et ils sont encore en train de prendre connaissance des textes. Et ils nous ont invités à leur transmettre nos questions parce que ça leur permet aussi, eux, de comprendre sur le plan technique où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a besoin de clarification. Et donc, l'ANIA, le GT que j'anime, le GT emballage, va transmettre ces questions avant la fin du mois. Donc, si vous avez des questions qui portent sur l'articulation entre PPWR et la loi AGEC, vous pouvez me les transmettre, vous pouvez les transmettre. Et on en reparle dans le cadre du emballage de l'année le 28 et puis on envoie nos questions avant la fin du mois à la DGPR. Voilà. Question, ou est-ce que c'est... Je parle trop vite. Recevant la présentation invitée. Oui, on vous enverra tout ça dans un deuxième temps. Pas de problème. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, à l'extérieur? Avec ton time. Très clair en tout cas, merci. Ouais. Ouais. Merci à vous pour votre accueil et attention. Donc là, pour le régime d'emballage, on aura des nouvelles. C'est ça. Là, il ne va plus rien. Enfin, c'est pas des choses, c'est le travail des juristes linguistes, mais c'est du travail technique sur lequel on n'a pas d'infos. Là, ce qui préoccupe vraiment tout le monde, c'est les élections européennes. Et du coup, ils pourraient rechallenger le texte ou pas du enfin, c'est peu probable. C'est très peu probable. Okay. J'ai pas envie de dire impossible. Parce que, en fait, il y a toujours des trous dans la procédure et c'est un texte qui est hautement politique. Ça a été dit plusieurs fois et j'ai travaillé à Bruxelles jusqu'à décembre dernier. Je l'ai vu moi-même. C'est le texte qui a fait l'objet des campagnes de lobby les plus intenses, avec des budgets extrêmement importants dévoués donc, à des campagnes de lobby. Donc, non, normalement, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des points, peut-être, sur lesquels on peut douter, en tout cas, enfin, sur lesquels il pourrait y avoir au niveau du texte? Non, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a des points qui ont fait plus débat que d'autres, par exemple, et sur lesquels on peut peut-être s'attendre à une même situation? C'est peut-être une réponse bateau, mais en fait, pour différentes industries, il y a un point qui fait particulièrement le débat. Ils ont tous poussé tellement fort. Pour chacun, c'est différent. Ça va être, pour une industrie, ça va être la restriction de certains emballages en plastique. Pour d'autres, ça va être le réemploi. Donc, en fait, tous les très sensibles. Après, le plus gros point qui pourrait changer, c'est
celui sur lequel la commission a fait une communication, c'est les emballages de transport Mm. entre les différents points de production d'un producteur et son partenaire, parce qu'ils l'ont dit qu'il y aurait un acte secondaire, une législation secondaire qui pourrait exempter en fonction de l'analyse de la commission de la situation. Parce qu'ils ont dit, on va analyser la situation, on va voir quel est l'état, qu'est-ce qui est possible ou pas possible techniquement, et on va potentiellement exempter. C'est pas une garantie. Mais 99%, 99%, le texte va être adopté comme ça. Et comme j'ai cité l'exemple de l'Allemagne avec la directive sur les émissions de voitures. Voilà. Ok, super. Eh bien, merci à tous ceux qui sont en ligne, puisqu'on va basculer maintenant sur le comité technique culinaria. Donc, on va changer de lien pour ceux qui restent. Et puis, merci à tous d'avoir participé.